Hélène arrivait d'un autre monde. Elle rentrait chez elle avec sa valise et son nouveau ciré rouge, chapeau de pluie assorti. Elle était différente et voyante. Elle aimait porter ce ciré, le bruit empesé que faisait le tissu quand elle s'asseyait, son odeur un peu âpre et chimique, son rouge lumineux. Il la protégeait de la pluie quand elle vivait à Neuilly, chez son oncle, du Mistral lorsqu'elle revenait vivre à Aix-en-Provence, chez son père. C'était la fin de l'été 1970. Elle faisait ses allers et retours depuis plus de 8 ans maintenant, le luxe à Neuilly, la simplicité à Aix, et elle vivait cette situation sans se poser de questions, elle s'adaptait. C'était une enfant de 11 ans. Dans la Cime Camille, qui les ramenait de l'aéroport, Bruno, son père, ne demandait pas à Hélène comment ça s'était passé là-bas. Elle revenait de chez les riches. Lui vivait à la Petite Chartreuse, à la périphérie du centre-ville. Et si la famille ne manquait de rien, il semblait pourtant qu'elle se privait de tout. Dans l'appartement, la vie était simple, presque dépouillée. Les murs sans tableau sentaient la colle de la tapisserie. Et il y avait si peu de meubles que les voix résonnaient comme si la famille venait d'arriver ou se préparait à repartir. Son chapeau rouge posé sur ses genoux, Hélène regardait par la fenêtre de la voiture les paysages qui lui avaient manqué, les pinèdes crues sous un ciel au bleu dévorant, et elle laissait ce paysage se superposer à celui qu'elle venait de quitter. Elle allait retrouver sa place dans la fratrie, entre Sabine, l'aînée, et Mariette, la benjamine. La place du milieu, qui la tenait comme si elle était couchée entre ses deux sœurs, protégée par cette promiscuité. Chaque soir, Sabine rêvait de Paris. Elle avait hâte de se coucher pour continuer l'histoire exaltante qu'elle se racontait. Une histoire comme un feuilleton qui la bouleversait et sur lequel elle finissait par s'endormir. Elle en était la conteuse et l'unique héroïne, et ce qu'elle inventait pour elle-même l'émouvait parfois jusqu'aux larmes. Elle faisait des rencontres, traversait des dangers, attirait et fascinait des êtres imaginaires, sortes de figurants posés à côté de sa vie enivrante. Et tout se passait à Paris, et 2 soirs sur 3 dans un théâtre. En regardant à la télévision au théâtre ce soir, elle s'était toujours demandé où s'en allaient les spectateurs une fois que le rideau était tombé et que les acteurs avaient été applaudis, ainsi que le décorateur Roger Hart et le costumier Donald Cardwell, rituellement nommés. On les voyait se lever et mettre leur manteau dans un brouhaha indéchiffrable. Elle avait envie de les suivre, savoir comment ils rentraient chez eux, Paris, la nuit. Certains soirs, elle ne les suivait pas sur les boulevards, dans les brasseries. Certains soirs, elle passait des auditions sur le plateau du théâtre Marigny. Les inévitables scènes de ce théâtre bourgeois dans lesquelles on se cocufiait avec bonne humeur, entrant et sortant de scène dans le seul but de compliquer la situation. Elle était choisie. Elle jouait à Paris et puis partait en tournée avec la troupe. C'était exaltant, un peu aventureux, une vie différente de toutes les autres. Une vie d'artiste avec des succès, des amours, des combats gagnés de hautes luttes. Et pourquoi pas? Tout pouvait arriver. Mais à force de s'imaginer ailleurs et plus tard, elle vivait dans un temps démultiplié, comme une vie à plusieurs dimensions avec des lignes de fuite et des extensions. Le cloître du collège des prêcheurs, les escaliers de pierre grise qui menaient aux classes, la cour de récréation avec les toilettes immondes.
elle ne les voyait plus. Ces mois, ces années entre filles, sans même un professeur, un pion, un seul élément masculin, les filles dans un établissement, les garçons dans un autre, comme des animaux incompatibles. Pourtant, depuis mai 68, la proviseure n'inscrivait plus sur le tableau de la salle des pionnes les noms de celles qu'elle avait vues le week-end dans Aix en compagnie d'un garçon et qu'on allait aussitôt repérer dans la cour grâce aux étiquettes nominatives sur les blouses. Certaines se cachaient, d'autres s'effondraient. Rares étaient celles qui osaient affronter l'opprobre et la curiosité. Le monde demeurait borné, encrassé d'ignorance. Quel sens cela avait-il? Où était la joie? Et surtout, quel espace avait-elle toute pour vivre et s'émerveiller de vivre? Sabine et Hélène étaient couchées dans leur lit et chuchotaient des aveux dans la nuit. La chambre de leurs parents, dans laquelle dormait Mariette, était séparée de la leur par un mur en placo fin comme du carton. Ce qu'elles se disaient était secret, car elles osaient, lorsqu'elles étaient seules, parler de là-bas, la deuxième maison d'Hélène à Neuilly, chez les riches. Alors tu verras, là-bas, on est tranquille. Michel, elle se fait jamais de soucis. Tu sors, tu dis que tu vas voir des amis, des voisins, que tu veux promener le chien. Elle dit d'accord, à tout à l'heure. Elle s'inquiète pas? Ben non, pas beaucoup. Tu sors dans Paris toute seule? Ben non, pas dans Paris, je reste à Neuilly. Le métro, je ne peux pas le prendre toute seule. Avec moi, tu pourras. Oh, j'ai envie de danser. Maintenant? Hélène se leva et se mit à danser au centre de la petite chambre, entre les lits et la planche qui leur servait de bureau. Sa chemise de nuit, blanche, faisait une tache mouvante comme la lumière d'une lune prise par des nuages. On prendra le métro, toutes les deux, le métro sous la terre et le métro aérien, dans le ciel de Paris, de Paris, de Paris, de Paris. Couche-toi, Hélène, tu vas réveiller la petite. Au théâtre, tu y vas souvent? Ah bah oui, souvent. Me raconte pas. Pourquoi? Parce que, me raconte pas. Je peux tout imaginer. Il y eut ce silence dans lequel chacune repensait à ce qui venait de se dire. Et l'imagination se mêlait à l'ignorance, mais tant d'ignorance qu'il semblait que être adulte était un état à part, dans lequel rien de ce que nous étions avant ne subsistait. Une mue qui lâcherait l'ancienne peau dans le silence et d'oubli, et on vivrait ainsi, soudain conscient de toutes choses, connaissant les codes, les lois, prenant sans hésiter des décisions importantes et connaissant d'autres gens, des adultes avertis avec qui on partagerait ce monde qui accueillait notre participation sans faille. La lecture du manifeste dans le Nouvel Observateur, rebaptisé par Charlie des 343 salopes, avait laissé Sabine si désemparée qu'elle avait caché le numéro. Sa une comme un avertissement, des mots colorés sur fond noir, un faire-part de deuil gribouillé de vie. Il était signé par Catherine Deneuve, Simone de Beauvoir, Françoise Sagan, Marguerite Duras, Gisèle Halimi et par tant d'autres femmes célèbres qu'elle ne connaissait pas, et par tant de femmes inconnues qui, paraît-il, payaient cher leur signature. Le manifeste disait que les femmes n'étaient pas libres de leur corps comme les esclaves.
que les femmes étaient forcées à la reproduction comme le bétail, et il assimilait les catholiques aux fascistes. La brutalité de cet argument ajoutait au choc de la lecture qui donnait le compte des femmes qui se faisaient avorter et de celles qui en mouraient. Tout était une question de ventre. Il ne s'agissait que de cela, le ventre des femmes à qui il appartenait, à qui il devait rendre des comptes et ce qu'elles avaient le droit d'en faire. C'était virulent, dangereux et terriblement proche. Quand Sabine avait eu ses premières règles, Agnès lui avait dit « Tu es une femme, maintenant fais attention ». Alors elle avait cru qu'elle devait faire attention à ne pas tacher ses draps ou ses jupes, et puis elle avait compris qu'il s'agissait d'autre chose. Elle pouvait avoir un enfant. Elle venait de basculer du côté du péril. Mais elle ne savait pas comment faire pour s'en protéger, ni même le sentir venir. Aucun adulte ne parlait de ces choses-là, ni les parents, ni les professeurs et aucun de leurs livres. Quelque chose venait de prendre fin et une autre, puissante et mauvaise, allait prendre sa place. C'était tout. Un jour, envoyée aux écuries par leur tante pour aller chercher Hélène, Sabine avait entendu ce qu'elle avait tout de suite reconnu comme des soupirs de plaisir. 2 personnes faisaient l'amour. Ce bruit l'excita, comme si entendre était une façon immédiate et violente d'être impliquée. Cela s'adressait directement à une partie d'elle incontrôlable et consentante. Les corps faisaient du bruit, les gestes étaient sonores autant que les voix. Elle s'approcha, son cœur battait fort, son ventre était douloureux et elle sentait bien que par cette excitation, elle participait au duo. Elle les vit. C'étaient 2 hommes. Elle en resta paralysée de confusion. On aurait pu croire qu'ils se battaient. Et si elle n'avait d'abord entendu leurs gémissements, c'est ce qu'elle aurait pensé. 2 garçons s'affrontaient. Mais ils se désiraient. Ils se désiraient à se faire mal. Ils se voulaient, comme on veut son bien, de toutes ses forces, une autre vie à confondre à la sienne. Elle s'enfuit. Elle avait honte d'avoir vu et d'avoir regardé longtemps. Le mois dernier, elle avait entendu Ménie Grégoire parler sur RTL de ce douloureux problème. Elle disait qu'on ne savait pas comment arrivait l'homosexualité, mais que tout être humain pouvait se tromper. Et puis un invité, elle ne savait plus si c'était le curé ou le psychanalyste, avait affirmé que tous les homosexuels ne souffraient pas, que certains faisaient même de la propagande. Oui, elle se souvenait de ce mot, la propagande. Et puis le type avait dit que c'était tout à fait possible à enrayer et qu'on pouvait redevenir normal. Alors, le mot « liberté » avait été hurlé depuis la salle. Mais Agnès était rentrée dans la chambre pour déposer du linge et Sabine avait aussitôt éteint le poste avec le trouble de celle qui vient de désobéir. Mais elle ne savait pas à qui. C'était un soir de mai, dans l'avancée d'une nuit douce, avec une demi-lune qui flottait, timide, dans le ciel brun. Agnès et Sabine s'étaient offert le luxe d'expédier le repas du soir, et puis elles s'étaient installées devant la télévision avec l'envie qu'on les divertisse, et elles étaient prêtes pour une histoire. Mais dès les premières images, elles avaient regretté de regarder ensemble les informations. Le reportage était une plongée dans un monde où personne n'aurait souhaité se trouver. Les images étaient désolées, une cité vide, des escaliers déserts, un lieu que l'on aurait évacué en urgence ou au contraire abandonné depuis longtemps.
Une voix tragique prévenait. L'enquête a révélé qu'un véritable réseau fonctionnait à Grenoble depuis plusieurs mois. Voyons d'un peu plus près les faits tels qu'ils ont été constatés. Les gendarmes ont découvert un centre véritablement organisé d'avortement. La caméra zoomait sur une affiche pour s'approcher des mots « avortement libre et gratuit ». Et ces mots s'inscrivaient sur la rétine, prenaient tout l'écran. Agnès et Sabine se sentaient visées, désignées, toutes ces filles menées par leur mère au pied des autels, le duo de la débrouille, de l'angoisse et de l'humiliation. Une femme parlait maintenant. Nous avons décidé, à choisir la cause des femmes, de pratiquer 2 espèces d'actions. Les actions légales que vous connaissez, un projet de loi, l'action auprès des députés, mais aussi des actions illégales. Nous faisons des avortements de façon exemplaire. Agnès éteignit aussitôt le poste avec une autorité fébrile. Tu me le dirais, hein, s'il t'arrivait quelque chose. Tirée en prison pour moi ? Je suis ta mère. Elles entendirent Mariette pleurer. Agnès se leva d'un bond, comme toujours. Elle hésita un peu et puis, sans la regarder, dit à Sabine « Je voudrais surtout que tu n'aies pas honte. » Sabine sortit sans claquer la porte, mais avec l'envie de démolir l'appartement. Comment sa mère osait-elle lui demander de ne pas avoir honte alors que la honte était votre double peau ? Je voudrais surtout que tu n'aies pas honte. Et puis quoi encore ? Ah oui. Les féministes revendiquaient une sexualité heureuse. Une révolution contraceptive. Non mais tout ça, c'était comme leurs avortements exemplaires de la blague. Qui lui prescrirait la pilule ? À qui demanderait-elle l'autorisation ? À son père ou à sa mère, avec le prétexte officiel de vouloir régulariser ses cycles ? Et auquel des deux demanderait-elle de payer l'addition, d'accepter d'être fichée dans le carnet à souche du pharmacien ? La colère montait en elle quand elle énonçait ainsi les obstacles qui devaient réglementer sa vie. Elle se sentait piégée et guettait aussi, comme si elle avait des comptes à rendre à des hommes haut placés qui ne la connaissaient pas. Agnès n'avait pas 40 ans et lui semblait en avoir le double. Elle regardait grandir ses filles et vieillir son mari. Pendant ce temps, les autres femmes sortaient de chez elle. Une multitude de femmes qui vivaient hors du foyer conjugal. Il y avait même aujourd'hui une femme ministre, une magistrate très belle, d'allure sage et bourgeoise, qui portait le projet de loi de dépénalisation de l'avortement du gouvernement Chirac. Elle s'appelait Simone Veil, un nom juif que tout le monde ne prononçait pas pareil. En opposition à son projet de loi, il y avait des débats acharnés, des disputes et des injures de la part des hommes, politiques, avocats, journalistes, écrivains, qui dénonçaient les ovariennes cauchemardesques, les clitoris monstrueux de ces femmes mal baisées et imbaisables. Ils cherchaient la vraie femme et ne la trouvaient plus. On les avait spoliées.
Le 26 novembre 1974, Simone Veil présentait son projet de loi à l'Assemblée nationale. Agnès écouta cette femme avec qui elle n'était pas d'accord et qui parla 1 heure debout face à des centaines et des centaines d'hommes dont la plupart la haïssaient. Elle enviait cette assurance, cette impression qu'elle donnait d'être à sa place. De temps à autre, son esprit s'échappait. Elle pensait à Sabine, qui devait l'appeler dans la soirée depuis l'appartement du vieux monsieur chez qui elle logeait à Paris. Et puis elle écoutait de nouveau la ministre infatigable et correcte. Combien de temps lui avait-il fallu pour écrire un si long discours ? Agnès n'avait pas cru Sabine quand elle lui avait dit qu'elle allait vivre à Paris, chez Robert Cousin, un chirurgien à la retraite. Elle n'avait pas compris le sens de la phrase, sa fille allait vivre avec un chirurgien. Simone Veil parlait de femmes qui partaient en charter se faire avorter à l'étranger. Elle parlait de drame, de honte et de solitude, avec une voix égale. Et son calme semblait un bouclier posé entre elle et les députés aux aguets. Est-ce qu'une femme, pour se faire entendre, devait porter cette impassibilité-là ? Est-ce qu'une femme devait surtout ne pas crier ? Sabine avait expliqué que Gérald, le fils du chirurgien, ne demandait rien d'autre qu'une présence la nuit auprès de son père, et il suffisait qu'elle rentre dormir chaque soir chez lui pour qu'on lui offre l'hospitalité. Cela avait rassuré Bruno, comme si un vieux monsieur était le gage d'une vie ordonnée et les nuits chez lui celui d'une absence de sexualité. On aurait dit qu'il oubliait que sa fille voulait devenir actrice, que c'était ça le plus grave. Simone Veil parlait toujours. Agnès ne comprenait pas son combat, mais l'écouter était comme être conviée au respect. Ce qui importe, c'est de modifier l'image que se font les Français du nombre idéal d'enfants par couple. Le nombre idéal d'enfants. Agnès se souvenait de De Gaulle, exhortant les Françaises à faire 12 millions de beaux bébés. C'était juste après la guerre et il s'agissait de remplacer les cercueils par des berceaux bien remplis, le cycle des mises au monde, en réparation des mises à mort. Le nombre idéal d'enfants. Elle éteignit le poste. Quelque chose en elle venait de se réveiller qu'elle n'avait plus ressenti depuis son adolescence, une envie de vivre si violente qu'elle en avait mal au cœur. À la sortie du collège des prêcheurs, Mariette avait pris le tract qu'on lui avait distribué, puis l'avait fourré dans sa poche sans le lire et était rentrée chez elle. Le tract qu'elle n'avait pas lu appelait les élèves à manquer l'école pour apporter leur soutien aux inculpés du MLAC, le mouvement pour la libération de l'avortement et de la contraception. Et lorsqu'elle arriva le jeudi suivant à 9h aux abords du collège, elle eut l'impression brutale d'arriver dans un endroit inconnu. Dans les rues alentour, devant le collège et au lieu des étals du marché, devant le palais de justice, il y avait des cars de CRS pour contenir une foule innombrable, 2000 personnes. Sous une banderole, « La justice est foutue, les sorcières sont dans la rue ». Des femmes, jeunes pour la plupart, et quelques hommes chantaient inlassablement les mêmes paroles. « Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas aller. Laissez-nous vivre, mais ne nous laissons pas piéger. » Une autre ville avait surgi dans la ville, comme si Mariette avait voyagé sans s'en rendre compte et se réveillait ailleurs. Elle comprit que ces milliers de femmes venaient de partout, Marseille, Grenoble, Lille, Toulon et Paris. Alors, elle se mit à chercher ses sœurs. Non mais Sabine devait être là parmi ses filles joyeuses et révoltées, et Hélène devait être là aussi puisqu'elle lui manquait tant. Alors, elle interrogea des femmes, l'une après l'autre, autant qu'elle le pouvait. Est-ce qu'elle venait de Paris ? Et si par bonheur l'une d'elles répondait oui,
Elle donnait les noms de Sabine et d'Hélène avec une voix tremblante qu'on entendait mal. La possibilité de leur présence ici la mettait dans un état de joie proche de la confusion. Paris, c'était elle alors. Si Paris était ici, elles aussi. Son cartable heurtait les manifestants, on le lui faisait gentiment remarquer, mais elle le gardait sur le dos malgré son poids. Les livres qui lui brisaient les épaules et les reins, elle voulait appeler ses sœurs, mais elle sentait bien qu'elle n'y arriverait pas, que crier leur nom la briserait d'émotion et ne servirait à rien. Le tumulte autour ne permettait aucune voix isolée. Elle monta sur un plot en béton pour y voir mieux, mais bascula en arrière. Une fille qui chantait avec un groupe à la guitare la rattrapa par son cartable. « Hey, reste avec nous, baby !»« Je cherche mes sœurs. »« On est toutes sœurs, non ? À quoi elles ressemblent, les tiennes ?»« Elles viennent de Paris. » Mariette écouta un groupe débattre et comprit qu'il s'agissait encore de la loi Veil. Depuis 2 ans, elle n'entendait parler que de ça à la télévision, à la radio, à la sortie de la messe et à table. Les adultes entre eux qui inévitablement se disputaient ou s'accordaient à dire que la mère Veil. Et Mariette entendait « la mère Veil » ne valait pas mieux qu'Hitler et ses fours crématoires. La foule entonna l'international et les femmes levèrent le poing et chantèrent aussi. Le chant montait de toute la place. Ceux qui étaient assis, ceux qui débattaient, tractaient, lançaient des slogans, tous chantaient maintenant d'une même voix obstinée et lente. Mariette se tenait en équilibre sur la pointe des pieds, on lui marchait dessus. Elle était à hauteur de dos, de ventre, bousculée sans cesse et l'international continuait avec toujours plus de force, mais elle, personne ne l'entendait ni ne la voyait. Sabine et le garçon étaient sortis ensemble du théâtre de Chaillot. Ils avaient marché le long des quais, derrière eux, la tour Eiffel, placide et enracinée, les protégeait. Ce mois d'octobre était exceptionnellement chaud. Un temps de festival, de théâtre et de rencontres. Ils parlèrent de la classe morte, de l'éblouissement face à ce spectacle venu de l'Est, un théâtre caché dans les caves de Cracovie bombardées. Sabine était submergée de sentiments, la pièce, ce garçon, il lui semblait que sa vie explosait et Paris était à elle ce soir-là. Paris la reconnaissait comme légitime. Le garçon s'appelait Mathieu. Il était professeur d'anglais au lycée Jules Ferry et il était venu voir la pièce de Cantor sur le conseil d'un copain. Au moment où ils entrèrent dans la station de métro Champs-Élysées, il lui donna son numéro de téléphone. Il habitait Porte d'Orléans et elle, rue Raymond-Lostran. Ils étaient donc presque voisins, ce qui arrivait si rarement à Paris. Ils prenaient chacun une ligne différente et s'éloignèrent sans se retourner. Mais bien après qu'ils se furent quittés, Sabine sentait encore la présence du garçon, on sentait qu'il pensait à elle et que pour une fois, quelque chose commençait. Elle se rappela son arrivée à Paris 3 ans plus tôt, cette ville qu'elle allait jouer à pile ou face. Elle avait alors l'application des élèves devant combler des lacunes et demeurait du matin au soir studieuse et consciencieuse. Elle feuilletait l'épais livre rouge Paris par arrondissement, répertoire des rues, sens unique, métro, RER, bus, renseignements divers, dans l'espoir que certains quartiers lui deviennent familiers. Elle donnait ses rendez-vous devant la fontaine des Saints-Innocents, dîner chez Chartier, acheter ses livres chez les bouquinistes des quais, commençant par le plus connu et le plus évident, pour creuser au fil du temps des repères plus subtils, des lieux où se reposer de tant d'opiniâtreté. Elle voulait avoir ses habitudes, ses bons plans, ses bonnes adresses, avec déjà quelques souvenirs. Elle n'avait pas
imaginé le manque de sa famille, cette vie fluide dans laquelle elle avait eu sa place et où tout était stable. Et elle se rendit compte que les années qui lui avaient paru interminables n'étaient rien. L'enfance si lente était terminée, point final, et il n'y avait aucun recours possible. Christine oublia de préparer le déjeuner et personne ne le lui fit remarquer. Le temps passant, en début d'après-midi, chacun partit fouiller dans les placards, se servit dans le frigidaire et on s'attabla dans la cuisine autour de l'immense table en chêne. Il avait cessé de pleuvoir et la fenêtre était grande ouverte. La glycine goûtait, secouée par un vent qui portait bien son nom, de vent mouillé. Soudain, Georges, le père d'Arthur, surgit comme un marin échoué. Avec son ciré jaune, ses bottes hautes, il entra dans la cuisine, le visage bouleversé d'un homme qui vient d'apprendre une terrible nouvelle. Merde alors. Ah, j'ai vu la chose la plus moche de ma vie. J'étais sur la route de Saint-Laure et au bout de quelques kilomètres, juste avant l'embranchement avec la départementale, je vois un camion arrêté sur le bas-côté, feu de détresse allumé. Alors je ralentis, je me gare un peu plus bas, il pleuvait. Je vois que le chauffeur essaye de changer une roue, il est là avec son cric, c'est cale, la roue énorme, et je sors de la voiture et je lui demande s'il a besoin de quelque chose. Et là, le type me jette un regard noir et puis il bafouille que tout va bien et moi je comprends que tout ne va pas bien, non, tout ne va pas bien du tout. J'entends venant de la remorque un boucan pas possible. Ça cognait là-dedans et tellement que le camion tanguait. Et le type devient nerveux. Il me dit « Foutez le camp, vous ne voyez pas qu'il pleut, je sais changer une roue, je vais changer ma roue. » Mais ça sentait mauvais près du camion, une odeur, pire qu'une décharge au soleil. Et un truc coulait. Un liquide sortait de là, ça ne s'arrêtait pas. C'était du sang. Je me suis dit que si je lui posais des questions, le gars allait me foutre son cric sur le crâne. Alors j'ai fait celui qui remarquait rien. Et puis, j'ai compris que c'était des chevaux qu'il transportait. Je les entendais hennir et ruer. Quand j'ai vu que son camion était immatriculé au Maroc, j'ai compris qu'il les transportait pour l'abattoir. Mais il y avait du grabuge là-dedans. Les chevaux se battaient, c'est sûr. C'est pour ça qu'il prenait les petites routes. Il essayait de passer inaperçu parce que quelque chose n'allait pas. Il s'acharnait toujours sur ses boulons qu'il n'arrivait pas à dévisser. Ses mains glissaient sur le cric. Il était tellement nerveux qu'il tremblait. Je ne savais pas quoi faire, comment intervenir. Et puis c'est fou, mais j'ai vu arriver une voiture de flics. Je me suis mis au milieu de la route pour les arrêter. Le type a commencé à m'injurier. Et malgré la pluie, les flics m'ont vu suffisamment à l'avance pour ralentir et s'arrêter à notre hauteur. J'ai regardé les flics ouvrir le camion. Et j'ai vu les chevaux. Ça faisait plus de 15 jours qu'ils étaient là-dedans et qu'ils n'en étaient pas sortis, tous mélangés, les étalons et les juments. Les étalons s'étaient battus et ils étaient en sang, mais le pire, Quand les flics ont interrogé le gars, il a dit que quelques jours plus tôt, il s'était énervé contre l'un des étalons et qu'il avait voulu le sortir du camion. Alors le cheval avait été pris de panique, il résistait. Et le gars lui avait tranché la langue. Le cheval s'était vidé de son sang. Oui, il y avait un cheval mort là-dedans et depuis longtemps. Hélène pensa aux chevaux qu'elle avait vus dans les refuges, si maigres que leur peau n'était plus leur peau, mais une couverture usée posée sur des côtes parfaitement dessinées, et leurs yeux fermés sous les abcès, leurs rotules ulcérées, leurs flancs ensanglantés, leur encolure brûlée, leur bouche tailladée, et celui à genoux pour toujours qui marchait sur ses chevilles, les deux pattes avant fléchies, prêt à s'effondrer mais ne s'effondrant pas, et ce poney aux sabots recourbés, long de 20 cm, qui tentait d'avancer mais que la boue retenait, les petits ânes étonnés et vieillis. Hélène les avait regardés, ces bêtes sauvages, domptées par l'homme, sa plus belle conquête et sa plus grande honte.
Et les autres, tous les autres, les plus prestigieux, vendus aux enchères à Deauville, l'orgueil des émirs, les chevaux de course et les chevaux de guerre, les chevaux d'obstacle et les chevaux paysans, ceux de la mine et ceux du cirque, les chevaux sauvages et ceux des labos, ceux de la garde républicaine, les trotteurs, les coureurs, les reproducteurs, les champions, les militaires, tous ceux qui un jour pourtant étaient tombés, que l'on avait réformés, vendus, les chevaux au couteau, que l'on avait découpés en pleine conscience, quel que soit leur âge, leur sexe et leurs petits en gestation, les chevaux de 20 ans et les poulains de 18 mois, tous vendus, abattus et mangés, pareil. Sabine décida de passer des castings. Elle piocha dans ses économies pour se faire un book. Elle n'avait pas assez pour payer un photographe professionnel et posa pour Gérard, le copain d'un copain, qui la photographia pendant 5 heures chez Mathieu, dans la rue et au parc Montsouris. Elle devait sourire tout le temps, assise sur un canapé, adossée à une table, à moitié allongée dans l'herbe, appuyée contre un mur, un arbre, une porte cochère, main sur les hanches, visage renversé, un doigt sur la joue, une main sur le col, en se tournant, en se retournant, de profil, de face, paupières baissées, yeux écarquillés. Elle devait sourire, toujours, encouragée par Gérard. Allez, ça pulse, ça pulse. On ne relâche pas, ça pulse. Elle ne se reconnut pas sur les photos. Elle était maquillée comme pour se rendre à un mariage, apprêtée et gauche avec ses chaussures dont les talons s'enfonçaient dans la terre et ce sourire atroce censé lui donner un air engageant, c'était minable. Bon, elle prit tout de même son book pour démarcher les maisons de production. Le magazine, le film français, indiquait les films en projet. Elle lisait la longue liste de leurs titres avec le réalisateur et les comédiens principaux. Et c'était comme lire une histoire passionnante qui ne serait jamais pour elle. Mais dans l'espoir d'auditionner pour des rôles secondaires, elle se déplaçait pourtant dans les bureaux de la Gaumont et du GC sur les Champs-Élysées et dans les locaux de la SFP au Butte-Chaumont, le temple de la télévision. En plus des fichiers acteurs, il y avait là des listings de maisons, de voitures, de chevaux et même de chiens et de chats. Mais elle ne fut inscrite nulle part et jamais on ne l'appela. Elle chercha un agent. Dans des bureaux cossus du 7e arrondissement, elle passa avec un copain de cours une scène de la leçon de Ionesco, devant un agent qui leur tournait le dos pour arranger ses rideaux et qui conclut sans se retourner qu'avec les dents qu'elle avait, elle n'arriverait à rien. Elle grimaça devant son miroir et s'aperçut que ses dents du bas étaient déchaussées. Un autre lui dit qu'elle avait un léger strabisme. Elle n'osa plus regarder les gens en face à cause de ce soi-disant strabisme. Elle regardait toujours, elle ne parlait jamais à ceux en face d'elle au restaurant, non, toujours ceux qui étaient à sa droite ou à sa gauche. Elle fit même des photos d'identité en regardant le côté de la cabine. On lui reprocha son accent du Sud, et c'est vrai que quand elle était émue ou angoissée, il surgissait comme un traître. Par la bande, elle apprit qu'un vieux metteur en scène de théâtre qui avait eu son heure de gloire au temps de la décentralisation et à qui on avait donné un local au fin fond de la Villette, cherchait une actrice pour une pièce lituanienne. Elle passa l'audition chez lui, dans un appartement saturé de pistes de chats, d'affiches jaunies et de vêtements sales. Il dit qu'il lui donnerait la réplique. Il jouerait son père. Mais d'abord, elle devait vomir dans les toilettes ou faire semblant. C'était le rôle d'une anorexique. Elle fit semblant avec tellement de conviction, les toilettes étaient au bout du couloir et il devait l'entendre depuis sa chambre, que se raccrochant à une étagère, elle fit tomber les rouleaux de papier hygiénique dans la cuvette, tenta pour les extirper de gagner du temps en redoublant de vomissements, mais le metteur en scène la rappela auprès de lui. Elle lui avoua son forfait. Il lui dit que ce n'était pas grave, lui prit la main et commença à lui mordiller les doigts. Elle sortit de là avec une nausée qui n'avait rien de fin. Il la convoqua 8 jours plus tard et lui annonça qu'elle n'aurait pas le rôle, elle était bien trop jolie pour jouer une anorexique. Mais il lui prit de nouveau les doigts pour les mettre dans sa bouche.
Et quand excédée, elle lui demanda s'il voulait coucher avec elle. Il répondit avec une mine écœurée qu'elle faisait partie d'une génération brutale, qui n'avait aucun sens du romantisme. Enfin, en soupirant, il ôta tout de même son pull, comme si la question de Sabine avait été une invitation, comme si réellement elle avait envie de coucher avec le vieillard. Elle sortit poliment et se maudit pour sa gentillesse. Le lendemain de leur première scène ensemble sur le matelas, cette fusion violente, disait le réalisateur sans rire, Sabine et Gaspard se retrouvèrent sur le plateau. Encore une fois, on fait sortir tous ceux qui n'avaient rien à y faire, et François leur chuchota son point de vue artistique avec une mine de conspirateur fâché. Ce qu'ils allaient tourner était en fait le début de la séquence de la veille. Il s'agissait d'une chorégraphie réglée, mais libre. Il s'agissait de lui obéir, mais de se lâcher, d'être précis, mais surprenant, d'aller loin, mais de rester dans les marques. Debout, dans le couloir étroit, Gaspard devait déshabiller Sabine brutalement, sans déchirer ses vêtements, ni lui cogner trop fort la tête contre le mur, puis mimer une pénétration expéditive pleine de soubresauts, hoquets et allaitements. Il avait si peur de lui faire mal qu'il n'y arrivait pas. Ils avaient beau recommencer la scène, et ils ne pouvaient pas. C'était tout simplement des gestes qu'il ne connaissait pas, une agressivité qui le tétanisait. Sabine décida de l'aider. Agrippée à lui, debout sur un carton qui la faisait un peu plus haute que lui, elle l'attirait à elle, tout en faisant mine de s'échapper. Elle trouvait sa bouche tout en faisant mine de l'éviter, et bientôt, son corps ne fut plus qu'un ensemble d'éléments à contrôler. Aider Gaspard, le guider, lever haut la cuisse, baisser son épaule afin de ne pas masquer son visage, rester dans le cadre, faire attention à ne pas glisser. Elle était aux commandes d'un corps robot prise entre le fou rire et la fatigue extrême. Cela dura la journée entière, 15 prises dont il resterait 15 secondes si tout allait bien. Et le lendemain, cela devint concret. Retrouver Mathieu après ce mois de séparation, vécu dans l'incertitude et le silence, le manque douloureux et rassurant de l'autre et l'appréhension des retrouvailles. Il lui plaisait vraiment. Il lui plaisait tellement qu'elle était envahie d'un trouble qui la rendait timide, comme si tout s'effaçait devant lui. Les mots, l'enchaînement logique des paroles et des gestes. Elle regardait Mathieu, elle se disait « Putain, c'est mon homme !» Et cette pensée la rendait malade. C'était son homme, ce garçon qui ne savait pas qu'elle l'observait. Elle n'était pas face à lui pour courir sur la plage de Trouville, mais quelques mètres derrière, sur les planches. Il avait cette façon de marcher un peu dégingandée et hautaine, les mains dans les poches, face au vent qui secouait ses cheveux, et on aurait dit qu'il voyageait, qu'il était parti depuis longtemps. Il n'était pas un passant, mais un élément du paysage, une fraction de sa lumière déliée. Sabine retardait le moment de le rejoindre et puis elle se dit qu'il fallait être à la hauteur de ce qu'ils avaient projeté et imaginé si souvent. Alors elle courut sur la plage pour le dépasser et se retrouver face à lui. Elle ne savait plus qui elle rejoignait, Mathieu ou l'amour pour Mathieu, mais qu'importe, elle vivait en de ces feuilletons imaginaires et elle aurait pu s'envoler ou s'effondrer de bonheur. Et ils décidèrent d'aller à l'hôtel tout de suite. Et ils trouvèrent que tout y était propice à l'amour. On y entendait la mer. C'est quoi ? Mathieu avait regardé le corps de Sabine et il avait eu ce mouvement de recul, cette suspicion écœurée. C'est quoi, bordel ? C'est quoi, ces bleus ? Il était sorti du lit et lui avait demandé des comptes inlassablement jusqu'au soir, jusqu'à la nuit profonde. Et au petit matin, ils s'étaient endormis tous deux en se tournant le dos.
Il lui avait répété qu'il n'était pas jaloux. Il ne l'avait jamais été. Il ne lui avait jamais rien demandé. Mais là était précisément la limite. Son corps outragé, marqué, mais comment pouvait-il aimer un corps qu'elle avait elle-même malmené? Comment pouvait-il respecter une femme qui se souciait si peu de son intégrité? Elle lui avait dit que ses bleus venaient du tournage, mais pour lui, ses blessures n'étaient pas un jeu. Elle l'avait floué. Arthur attendait Hélène au bout du quai. Et sans doute parce qu'elle était là, Sabine vit comme ils se retrouvèrent prudemment, s'embrassant à peine et puis se tournant vers elle. Voulait-elle dîner avec eux? Elle refusa, ils en furent soulagés. Elle les vit quitter la gare pour aller dîner à Bastille, ce quartier populaire où ils avaient apparemment leurs habitudes. Arthur portait la valise d'Hélène et il eut ce petit geste vers elle, de passer sa main dans ses cheveux. Est-ce que tout le monde est amoureux pareil? Est-ce que tous les couples dans la gare de Lyon vivent le même instant avec la même trouille, les mêmes espoirs et la joie profonde à sentir que c'est là, et uniquement là, que la vie les attend dans cette espérance amoureuse et que rien ne vous donne plus de valeur que le regard de l'autre, celui qui connaît votre visage dans la jouissance, votre visage dans le rêve, connaît la peau de votre dos, la courbure de vos reins, le goût de votre sexe, votre voix, votre haleine, la façon dont vous dormez, dont vous mangez, tout ce que vous ne savez pas et ne saurez jamais de vous-même et que vous lui avez donné. Sabine restait là, dans les vibrations diffuses de ceux qui marchaient l'un vers l'autre et puis repartaient ensemble. Et Mathieu lui manquait à un point inadmissible, lui manquait comme si sans lui, elle n'était que la partie molle d'elle-même qui se forçait en permanence à l'oublier et aussi à faire des choses. Aller seule au cinéma, passer seule une soirée, manger des bouchées à la reine avec Robert, regarder avec lui les dossiers de l'écran, aller faire une petite promenade, histoire de prendre l'air comme les enfants, survivre à un après-midi ensoleillé qui fait surgir les amoureux, ne pas pleurer, un après-midi de pluie et bien sûr sortir, les premières des copains dans des théâtres inaccessibles, les avant-premières des films dans lesquels elle ne connaissait que des figurants, se montrer toujours au mieux de sa forme, car rien n'est pire pour une comédienne que de ne pas être d'une vitalité éclatante. Il fallait demeurer désirable, mais pas allumeuse, disponible, mais mystérieuse, libre, mais pas inoccupée, sans travail, mais pleine de projets, accessible, mais pas idiote, célibataire, mais pas frustrée, non pas dangereuse pour les autres femmes. Mariette ne voulait pas du piano de Laurence. « Je n'en veux pas !» C'est ce qu'elle avait dit spontanément quand Agnès, rompant la promesse de la surprise, lui avait annoncé qu'on le livrerait samedi et qu'il fallait ôter un lit pour faire de la place et le mettre dans sa chambre. Et pas question, c'est la chambre de mes sœurs. Alors elles dormiront où quand elles viendront? Dans un mois, c'est l'été. Mais puisqu'elles ne viennent pas, ou si rarement. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de pouvoir venir. Alors moi, je ne retirerai aucun lit. Si j'avais eu la chance, moi, qu'on m'offre un piano quand j'étais jeune, toi, tout arrive tout cuit dans le bec et tu ne sais même pas l'apprécier. C'est triste et décourageant. Et décevant aussi. C'est ça, oui. Tu es tellement décevante. Prends-le pour toi, ce piano, puisqu'il te plaît tellement. Tu vas refuser un cadeau de cette valeur, un piano pour tes 14 ans? Mais je ne sais pas jouer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un piano? Je t'ai vu réviser ton solfège, c'était pourquoi? Et Laurence m'a dit que tu étais douée. Donc, c'est qu'elle t'a entendu, c'est que tu as joué pour elle. Mais je n'aime pas la musique. Moi, j'aime le silence. Au fil des semaines, des parois s'étaient fissurées au plus profond d'elle-même, libérant des tristesses d'une sincérité insoutenable. Elle faisait la découverte d'un monde injuste, et sa peine était si haute qu'elle devait parfois la chérir pour ne pas en mourir. Elle cherchait ses armes, ses défenses, ses talents, et ne les trouvait pas. « Aide-moi, je t'en supplie, aide-moi, je ne peux plus la supporter. Aide-moi. »
Elle priait son ami de toujours et elle luttait pour retrouver ce sentiment perdu, aimé. Ah, elle l'avait oubliée, cette chanson magnifique qui n'avait aucun sens. Elle se souvenait de la cuisine un peu triste et de ce repas interrompu par l'annonce « Habemus papam ». Et toujours, la chanson de Bonnie Tyler et l'annonce du pape demeuraient liées, comme s'il commandait finalement la même chose. « Aimez-vous ». Mais aimez-vous donc les uns les autres, tout en sachant que c'était impossible. Une véritable chiennerie, un massacre programmé et bien loin de vous aider à vivre, ce conseil vous assigné au découragement et à l'impuissance. Sur le cours Mirabeau, elle s'approcha d'une petite fontaine recouverte d'une mousse ruisselante. Elle éclaboussa son visage de cette eau glacée, puis ses cheveux, son cou, ses épaules. Elle était trempée. Son t-shirt collait à sa peau. Elle avait presque froid maintenant. Elle marcha jusque chez Joël. Elle n'était jamais venue chez lui sans prévenir. Elle n'était jamais venue chez lui sans lui, sans être passée d'abord le chercher au magasin. Elle avait appuyé longtemps sur la sonnette et maintenant elle le regardait depuis le seuil avec l'air ravi de celle qui pense que voilà, elle devait venir. C'était obligé, c'est drôle, n'est-ce pas? Il ne trouva pas cela drôle. Elle le dérangeait. Il était fatigué et un peu cafardeux ce soir-là. Il lui donna une serviette pour qu'elle se sèche et une chemise à lui, qui lui descendait jusqu'aux genoux et dans laquelle elle flottait comme un piaf égaré. La chemise était blanche et elle se mit à battre lentement des bras. Quand j'étais petite, j'avais une image de Jeanne d'Arc, une image pieuse évidemment, et Jeanne d'Arc battait des ailes comme ça, tu vois, la fumée lui donnait 2 magnifiques ailes d'ange. Tu vois mes ailes? Tes parents savent que tu es là? Oh, mais lâche-moi un peu avec mes parents, ça fait longtemps qu'ils se font plus de soucis et je viens de m'engueuler avec ma mère. Raison de plus pour lui dire où tu es. Oh, hé, je sais ce que j'ai à faire, d'accord, sors-moi plutôt à boire. Thé? Jus de fruits? Tu te moques de moi? Ah non, toi tu te moques de moi. Tu crois vraiment que je vais te servir de l'alcool? J'ai bu assez d'eau à la fontaine, hein, merci bien. Il laissa passer ce temps un peu faux, où elle camouflait sa sincérité derrière une insolence maladroite, une décontraction forcée. Elle finirait bien par lui dire ce qu'elle avait sur le cœur et puis à repartir. Alors il attendit, assis face à elle, les bras posés sur les genoux, le regard toujours un peu voilé par ses cheveux longs, censés dissimuler ce visage qu'il n'aimait pas. Le temps passait et il la voyait petit à petit respirer différemment, relâcher les épaules, fermer doucement les yeux et puis serrer les lèvres quand l'émotion remontait et faisait vibrer la peau de ses joues, de son front, sur lequel les cheveux mouillés lançaient de toutes petites perles. Laurence m'a appris des accords et puis moi je me suis mise à jouer et à chanter, accompagner au piano, puis c'est là que c'est venu. Tu vois, des paroles horribles, méchantes. Mais je ne suis pas méchante, je te jure. Et j'aime pas la musique, je l'ai dit à ma mère, moi j'aime les silences, alors qu'est-ce que je vais faire de son piano? Et mes sœurs, elles vont pas dormir ailleurs, c'est difficile de dormir seule, de plus les entendre respirer, ça me manque de plus les entendre respirer, donc je peux pas prendre ce piano, moi j'ai pas la place. Tu n'es pas méchante, ne t'inquiète pas. Et la musique, eh bien la musique, c'est le silence. Ben, comment ça la musique, c'est le silence? D'abord, si tu écoutes autant la musique, c'est que tu l'aimes. Ensuite, et ça c'est très rare, c'est que tu sais entendre les silences qui font la partition. Pris dans un rythme, le silence est très actif. Ben, en fait, je le savais. La musique et le silence, moi j'ai toujours su que c'était la même chose. Bon, je ne savais pas comment le dire. Ça signifie
tu m'arrêtes si je me trompe, que je peux faire de la musique, enfin, dire des choses avec la musique sans avoir besoin de paroles. C'est ça. Oh, elle s'élança si vite dans ses bras qu'il la reçut sans comprendre ce qu'il se passait. En se jetant contre lui, elle cogna son front. « Oh, pardon, je te fais mal. » Ça va, je t'assure. Tu cherches quel disque? Schubert, le premier mouvement de la dernière sonate. Chez Schubert, le silence est fondamental. Écoute bien. Quand cela fut fini, ils n'étaient plus vraiment les mêmes. Leurs doigts étaient enlacés, la tête de Mariette posée sur l'épaule de Joël, la musique les avait projetés l'un contre l'autre. Ils n'avaient pas envie que cesse cette halte dans leur vie, car il leur semblait que, dans cette accalmie partagée, et malgré la tourmente de la sonate, ils se reposaient enfin, sentant l'odeur de l'autre monter doucement, étrangement familière, l'eau de la fontaine sur les cheveux de Mariette et l'odeur de Joël, un peu poivrée, subtile et palpitante. Mariette approcha son oreille de sa poitrine. C'était le rythme d'une marche ou d'une danse un peu lente, le rythme originel. Elle écouta ce travail miraculeux, inlassable. Le cœur prenait le sang et le purifiait, prenait le sang et le lançait dans le corps pour que vive la promesse « Je t'aime ». Elle le dit à Joël en tremblant de joie, elle aimait. Ce sentiment revenait enfin avec une facilité surprenante, un peu dérangeante. Il posa sa main ouverte sur ses cheveux. Elle prenait presque tout son crâne. Il sentait palpiter les veines de Mariette, le clignement de ses yeux contre sa poitrine, le bruit de sa gorge quand elle avalait sa salive. Il sentait tout, comme si elle avait tenu dans sa paume. Elle était puissante et minuscule, acharnée et instinctive, la vie même. Il avait envie de la prendre contre lui et de l'embrasser, de soulever la chemise trop grande et de respirer sa peau. L'aimer longuement, tendrement, des heures entières, des jours et des nuits. Elle avait à peine 14 ans. Il lui dit « Va-t'en, reprends tes habits et rentre chez tes parents ». Elle se leva doucement, sans parler, sans rien déranger, et quand elle sortit, il entendit le petit bruit sec de la serrure qui ne fermait pas une porte, mais scellait un pacte. Ses doigts pianotent sur ses cuisses. Mariette entend la mélodie. Ça l'angoisse toujours un peu quand ça vient, la peur qu'elle a de rater, ne pas être à la hauteur. Elle écoute et elle répète en écho, chantonne, tente de retenir à l'oreille. Et la sonnerie du téléphone la fait sursauter. « Allô? Mariette? Allô? Comment ça va? Comment ça se passe à Aix, ici à Paris? Ils sont tous fous. Écoute bien, écoute-les. » Mitterrand, du soleil,
tu viennes nous voir. On a pensé à ça avec Sabine, on a tout planifié. C'est quand les vacances? Viens! Viens nous voir, mais viens nous voir à Paris, viens! Mais viens! Place de la Bastille, la pluie s'apaise. Il est 2 heures du matin, ce 11 mai 1981. Sabine et Hélène sont faites d'eau et de sang, de froid et de vie. Elles rentrent à pied. La ville se repose, mais ne dort pas. La force des révoltes passées, le courage aveugle de ceux qui affrontèrent la mort pour sauver l'espoir ont été réveillés ce soir. Les blessures ouvertes coulent comme le fleuve et la trace en est partout si on y prend garde. S'il ne pleuvait pas, Sabine et Hélène s'allongeraient sur un banc, elles dormiraient à la belle étoile et elles seraient réveillées par le premier soleil. Mais elles se prennent le bras et elles marchent en silence. Elles ignorent combien de temps il leur faudra pour rentrer chez elles, combien de temps elles dormiront et surtout comment elles se réveilleront, comment ils se réveilleront tous demain. Hein? Là? Merci. 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 1, 2, 3.